Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Foryou Midi. Installez-vous confortablement devant votre média panafricain. Heureuse de vous retrouver pour présenter l'information en langue anglaise. Ndix, good day. Good day, Lundu. Good day Foryou Midi Africa, fervent audience. We kickstart this first segment in Algeria, where the nation or North African country has suspended all parliamentary tasks with France, escalating tensions between the two nations amid a dispute over migration policies and a controversial visit to the Western Sahara region. The move comes after France raised security concerns linked to migration and asked Algerian authorities protest what they see as interference in regional affairs. Here is a recap of the story. Algeria has suspended all ties with France's Senate after tensions escalated over migration policies and a controversial visit to the disputed Western Sahara region. The Algerian Council of the Nation, the country's upper house of parliament, announced the move on Wednesday, curtain off a 2015 parliamentary cooperation agreement with its French counterpart. The decision follows a visit by French Senate Speaker Gerald Larcher to Leone, the main city in Western Sahara, a region at the heart of a decades-long dispute between Algeria and Morocco. Algeria, which backs the pro-independence Polisario Front, seeks and sees the visit as a direct challenge to its stance. But the diplomatic rift runs deeper as Paris recently raised concerns about migration from North Africa, linking it to security threats in Europe. This has angered Algiers, which views such statements as an attempt to pressure the country into cooperation on migration control. Relations between France and Algeria have long been complicated by history and geopolitics, and this latest fallout adds to a series of diplomatic strains, with Algeria now signaling a tougher stance against what it sees as French interference in regional affairs. We now talk something else in the course of this news onto economic growth, where the Bank of Rwanda and the Bank of Ghana, in partnership with Global Finance and Technology Tech Network, acronym the GFTN, have launched a new digital transaction infrastructure in a bid to ease cross-border transactions. The initiative was launched during the Inclusive FinTech Forum in Kigali. During the Inclusive FinTech Forum held on February 25 in Rwanda, the East African country and Ghana, in partnership with Global Finance and Technology Network, GFTN, have initiated the Africa's next-gen digital payment infrastructure to facilitate real-time cross-border transaction. The forum drew near over 2,000 participants, including government officials, policymakers, technology experts, innovators, among others. According to John Ruwangombwa, who was until Tuesday governor of Rwanda Central Bank, the accelerations requires an equally swift response from regulators, financial institutions and market players to use the innovation for inclusive growth. The initiative was conceived and shaped at the 3i Africa Summit in Accra, the Zurich Point Zero Forum, and the FinTech Festival, while acknowledging that Africa is home to one of the most dynamic financial ecosystems. Ruwangombwa added that the Digital Infrastructure Initiative provides solutions to the problem of cost and inefficiency, trade limitation, and financial inclusion. He noted that it is as well ensures Africa's digital economy is built on an infrastructure that meets the needs of businesses and individuals alike. The digital payments infrastructure is structured around a trusted identity infrastructure that ensures, secures, verifiable and universal digital identities that facilitate seamless financial transactions and an interoperable payment system which will create a standardized infrastructure allowing real-time cross-border transactions within the African financial ecosystem.
Meanwhile, in line with cooperation this time around between Egypt and Zambia, Cairo and Harare have just taken a major step towards deepening economic cooperation with the launch of the first Egyptian-Zambian Business Forum in Cairo. Hosted by Egypt's General Authority for Investment and Free Zones GAFI, the forum brought together top officials and business leaders to explore investment opportunities, streamline trade, and foster industrial collaboration between the two nations. Here is the rest of that story. The General Authority for Investment and Free Zones GAFI hosted the first Egyptian-Zambian Business Forum on Tuesday, aiming to enhance economic cooperation between the two nations. The event was led by GAFI Chairman Hossam Haiba, Zambian Development Agency Director General Albert Halwampa, and Egyptian African Business Forum Chairperson Yusri Al Sarakwi. Haiba highlighted Egypt's commitment to supporting Zambian investment by providing vocational training and streamlining investment procedures. He emphasized Egypt's role as Africa's largest investment hub and encouraged Egyptian businesses to establish supply chains that connect raw materials to markets across the continent. A key focus of the forum was leveraging the African Continental Free Trade Area (AFCFTA) to foster industrial collaboration. The Egyptian investors were encouraged to explore opportunities in Zambia's infrastructure and energy sectors. Sharakwi noted that while major corporations would take the lead, space would also be available for emerging firms to engage. High-level meetings took place among leading companies including Arab contractors, El Shawidi Electric, Orascom Constructions, Lusaka Telecom Solution, and Zesco Limited to explore partnerships in energy, ICT, and infrastructure. The forum concluded with the tour of GAFI's Investor Service Center, showcasing Egypt's streamlined licensing process and investment-ready land plots. Additionally, both sides agreed on knowledge-sharing initiatives, including Egypt's expertise in digital transformation and unified licensing. The Zambian delegation also visited the Nasi City Free Zone to understand Egypt's free zone incentives, particularly to export-oriented business linked to seaports. The forum marked a significant step towards strengthening bilateral economic ties and fostering sustainable investment opportunities. Now on to Sierra Leone in West Africa. The nation's leadership, President Julius Maada Bio, has reaffirmed his commitment to sustainable urban planning and development. He re-echoed the affirmation recently earlier this week while receiving a UK official. Here is a recap of the story. On Tuesday, February 25, President Julius Maada Bio of Sierra Leone welcomed Leslie Ohomele, Associate Director of the King's Foundation in the United Kingdom, during a courtesy visit at State House. During the meeting with the official, President Bio reaffirmed his commitment to sustainable urban planning and development as he acknowledged Ohomele's visits and the engagement with the King's Foundation stemming from discussions held in Scotland and his prior consultations with the key stakeholders in Bo City. The rapid pace of urbanization requires immediate attention. We must embark on this journey with our people to create cities that are well organized, sustainable, and harmonious with our natural environment, the leadership stressed. For his part, Ohomele expressed the strategic objectives of his visit, which is to conduct an in-person evaluation of the rapid planning toolkit work in Bo City and to discuss proposed deployment of the initiative in other provincial cities. He as well assured President Bio of the Foundation's commitment to supporting the government's vision for sustainable urbanization. Before dashing out of the African continent, we make a stop in Ghana this time around to evoke the health care sector,
Well, Ghana's healthcare infrastructure faces a major funding challenge as President John Dramani Mahama announces a $1.7 billion is needed to complete the South Agenda 111 hospital projects. Speaking to the Christian Council in Accra, Ghana, he revealed that most of hospitals remain unfinished, with some commissioned facilities lacking basic medical equipment. The president, however, called Ghanaian President John Dramani Mahama has unveiled that the government requires $1.7 billion to complete the unfinished Agenda 111 hospital projects initiated by the Kufuor administration. Speaking at a meeting with the Christian Council in Accra, President Mahama lamented the slow progress of the initiative, noting that approximately 90 hospitals remains incomplete. Even some of the commissioned facilities, he said, lack essential medical equipment including hospital beds. Launched in August 2021, the Agenda 111 project aimed to bridge healthcare gaps in constructing 101 district hospitals in undeserved areas, 2 psychiatric hospitals, 7 regional hospitals, and rehabilitating the Accra Psychiatric Hospital. However, delays and funding challenges have hindered its progress. To accelerate completion, President Mahama called for collaboration between the government and religious institutions, proposing that mission hospitals receive funding to enhance their services rather than facing competition from new public hospitals. If the missions have a hospital in an area, we are not coming to compete with them. We will use their resources to improve mission hospitals so they can provide better service, he stated, adding that faith-based organizations could also take over and manage some of the unfinished facilities. Despite the setbacks, President Mahama assured Ghanaians that all Agenda 111 projects will eventually be completed to strengthen the country's healthcare system. Like I mentioned, now out of Africa, U.S. President Donald Trump has asserted that Washington will take back the money spent on military and financial assistance to Ukraine. He revealed this on Wednesday, as you tell us, Bukamara in this report. On Wednesday, February 26, President Donald Trump of the U.S. disclosed that Washington will get back money spent on Ukraine so far, militarily and financially. He revealed that he would be using the upcoming mineral agreement, which Ukrainian President Volodymyr Zelensky will travel to Washington on Friday to sign. The two leaders are expected to sign what the U.S. president described as a very big agreement that will cover Ukraine's reserves of rare earth metals, among other things. Without revealing the parameters of the future agreement, the U.S. leadership reiterated that Washington has spent $350 billion on various forms of assistance to Kyiv, adding that they have been able to make a deal which they will get their money back and get a lot of money in the future. American taxpayers should not be footing the bill for assisting Ukraine, he added. According to Zelensky, the deal also says nothing about Kyiv being obliged to compensate U.S. expenditure on aiding Ukraine in a ratio of 2-to-1. Reports reveal that Ukraine and the U.S. will create a joint fund to which 50% of all revenues from the future development of Ukraine's natural resources would occur, adding that the accumulated assets can be used for investment in the Ukrainian economy at least once a year. That is it for the first segment of this bilingual news. It continues in the French language with you, Elou. Bon après-midi. Thank you so much, Njix. Mesdames et messieurs, alors qu'il est 13h15 à Bissau, 12h15 à Libreville, nous démarrons le tour de l'actualité par la présidentielle au Gabon. Dans le pays, le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 12 avril débute ce jeudi 27 février. Les candidats doivent déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur entre le 27 février et le 8 mars. Parmi les personnalités dont la course figure l'opposant Daniel Mengara, la femme d'affaires Nyinga Channing, l'ingénieur Marion Minta, le haut fonctionnaire Joseph Essingone et le président du mouvement Gabon en action Steve Ilaoui
Baou et le journaliste Marc Ulrich Malikou. Bala nous en donne les détails. Au Gabon, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle qui se tiendra le 12 avril prochain a débuté, marquant la première étape d'un processus électoral crucial. Les candidats intéressés ont jusqu'au 8 mars pour soumettre leur dossier auprès du ministère de l'Intérieur. Les aspirants à la présidence doivent se conformer à plusieurs exigences stipulées dans la nouvelle constitution adoptée par le référendum le 16 novembre dernier. Parmi ces critères figure le passage d'un test de linguistique, un contrôle médical et le respect des conditions d'âge établies entre 35 et 70 ans. De plus, les candidats doivent avoir renoncé à toute nationalité autre que gabonaise au moins 3 ans avant l'élection, résider au Gabon depuis 3 années consécutives minimum avant le scrutin présidentiel et maîtriser au moins une langue locale. Le coût de la candidature est fixé à 30 millions de francs CFA, soit environ 48 000 $. Par ailleurs, le général Brice Clotaire Oléguinguema, président de la transition après le coup d'État du 30 août 2023, n'a pas encore annoncé sa candidature, mais toutefois, le nouveau code électoral prévoit que les militaires peuvent se présenter à condition d'une démission ou d'une mise à disponibilité préalable. La campagne électorale doit s'ouvrir le 29 mars et elle promet d'être intense, avec des enjeux politiques majeurs pour le pays. Cette élection est très attendue dans un contexte politique crucial. Merci à vous, Bala. Après la présidentielle au Gabon, parlons de coopération. Arrivé à Moscou ce 25 février pour une visite d'État de plusieurs jours, le président de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embalo, a rencontré ce mercredi 26 février son homologue Vladimir Poutine. Cette rencontre de plusieurs heures a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'évoquer les perspectives de coopération entre les deux pays. Aussi, ce tête-à-tête a été l'occasion pour le général Umaro Sissoko Embalo de saluer l'apport de la Fédération de Russie dans la quête pour la souveraineté qui a toujours caractérisé les peuples africains. Suivons le récit de cet événement signé Nguéné. Difficile de faire mieux sur la scène internationale. Dans un contexte géopolitique tendu marqué par la normalisation des relations de coopération entre Washington et Moscou et le déclin de l'Europe, le général Umaro Sissoko Embalo choisit le moment idéal pour faire rayonner une fois de plus la diplomatie bissau-guinéenne. Arrivé à Moscou ce 25 février 2025, le président bissau-guinéen semble avoir opté de rejoindre l'ordre multipolaire incarné par la Fédération de Russie et le bloc des BRICS plus en général. Le constat est dressé d'entrée dès sa descente de l'avion. Les premiers signaux sont envoyés par le général Umaro Sissoko Embalo qui par la même occasion devient le premier président bissau-guinéen à déposer ses valises à Moscou pour une visite d'État. Chaleureusement accueilli, Umaro Sissoko Embalo le rend bien au peuple frère de la Fédération de Russie en déposant une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à Moscou. Sur ces images, on le voit ajuster le ruban rouge de la couronne et observer par la suite une minute de silence. Passé cette étape, direction le Kremlin, où l'attend son homologue Vladimir Poutine. Tapis rouge déroulé, le général Umaro Sissoko Embalo s'avance et rencontre Vladimir Poutine. Une accolade lourde de sens et de symboles suivie de l'exécution des hymnes aux côtés des membres de la délégation bissau-guinéenne et des responsables russes. S'en suivra le tête-à-tête entre les deux chefs d'État sur des perspectives de coopération russo-bissau-guinéenne dans divers domaines pour le 50e anniversaire d'établissement des relations de coopération entre les deux pays. Et puis juste pour vous rappeler que notre relation ne date pas de 50 ans, c'est plus de 50 ans parce que la Russie a beaucoup, le temps de l'Union soviétique a beaucoup contribué pour notre libération de notre nation. On vous doit ça à vie. Tout le peuple bissau-guinéen est conscient de cela. Et aussi, on vous remercie pour l'augmentation des quotas de nos étudiants civils et militaires et des polices qui se trouvent à la Fédération de la Russie.
Et aussi pour signaler qu'on a quelques entreprises de la Fédération russe en Guinée-Bissau. Et nous, avec la Russie, nous sommes des partenaires sûrs, certains. Donc, et aujourd'hui, je me trouve ici, Monsieur le Président, pour réaffirmer cette lien d'amitié qu'on a entre le peuple russe et le peuple bissau-guinéen. Cette relation fraternelle a toujours existé. Allant plus loin, le président bissau-guinéen salue l'apport de la Fédération de Russie dans la quête de la souveraineté qui a toujours caractérisé l'Afrique de façon générale. De son côté, le président Vladimir Poutine salue la confiance croissante et le respect mutuel des relations diplomatiques entre les deux pays. Vous avez participé au sommet Russie-Afrique et nous vous en remercions en y apportant une contribution très importante, une contribution à nos travaux conjoints. L'année dernière, les échanges entre la Russie et le continent africain ont continué d'augmenter, plus 10%. Les liens économiques et commerciaux entre nos deux pays devront encore faire l'objet d'une certaine attention de la part des deux parties et je compte bien sur le fait que nous nous mettrons d'accord sur l'institution de nouveaux échanges avec de nouvelles possibilités. Des perspectives de coopération qui s'étendent au-delà des aspects économiques, tels qu'évoqués par Vladimir Poutine. En effet, Bissau et Moscou renforcent par la même occasion leurs liens culturels, militaires, sans oublier l'éducation, un domaine clé pour la jeunesse bissau-guinéenne. Cela est évident que ces deux pays entretiennent une relation bel et bien fraternelle. Merci à vous, Nguéné. Guinée-Conakry, des informations. L'armée dément toute mésentente en son sein, alors que des rumeurs persistantes font état de tensions au sein des forces de défense et de sécurité dans le pays. La direction de l'information et des relations publiques des armées, en abrégé DIRPA, a publié un communiqué pour les démentir, dénonçant une tentative de s'aimer le trouble. Voici le récit de Bala. Et en attendant que cet élément soit prêt, parlons du sommet international de l'énergie du Nigeria en Afrique. L'Afrique qui a besoin de partenariats stratégiques et d'investissements plutôt que de prêts pour combattre la pauvreté énergétique et stimuler sa croissance économique. Ce sont là les propos du ministre d'État nigérian des ressources pétrolières, le sénateur Heineken Lokpo-Biri. C'était mardi lors de la 8e édition du sommet international de l'énergie du Nigeria, en abrégé NIES 2025. Fonoara nous en dit plus. Face aux défis mondiaux de l'heure et aux enjeux géostratégiques, l'Afrique doit se frayer son chemin. C'est du moins ce que pense le ministre d'État nigérian des ressources pétrolières. S'exprimant lors de la 8e édition du sommet international de l'énergie du Nigeria, NIES 2025, mardi à Abuja, le sénateur Heineken Lokpo-Biri a souligné l'engagement de l'administration de Tinubu à favoriser un environnement propice aux affaires. Il a pour ce faire défendu une approche fondée sur l'investissement direct plutôt que sur l'endettement. En janvier à Davos, lors d'un panel avec 8 autres ministres, l'un d'eux a mentionné que l'Europe disposait d'environ 300 milliards d'euros pour accorder des prêts à l'Afrique. J'ai alors répondu que nous n'avions pas besoin de prêts, mais d'investissements et de partenariats. Plutôt que de nous prêter de l'argent, investissez et récupérez ensuite vos rendements. Avec un potentiel mondialement reconnu, l'Afrique peine. Ses ressources restent sous-exploitées en raison du manque de structuration des marchés à relever, le ministre d'État nigérian, qui a souligné par ailleurs la transformation en cours du secteur énergétique nigérian, rendant le pays plus attractif pour les investisseurs. Selon le ministre Heineken Lokpo-Biri, le Nigeria est désormais perçu comme une destination privilégiée pour les affaires, ce qui a permis la concrétisation de 4 investissements majeurs qui étaient jusqu'alors en suspens. Les compagnies pétrolières internationales ne quittent pas le Nigeria. Elles considèrent toujours le pays comme l'un des meilleurs endroits pour faire des affaires. Au pire, elles se tournent vers l'offshore profond, un secteur difficilement accessible aux producteurs locaux. Le ministre d'État nigérian a exhorté les pays africains à unir leurs forces pour combler les lacunes technologiques et financières qui entravent le développement du continent. Il a également annoncé l'arrivée imminente de 20 milliards de dollars d'investissement, preuve de la confiance renouvelée des investisseurs dans le marché nigérian.
Pour cette 8e édition, le sommet international sur l'énergie du Nigeria était placé sous le thème « Relier les continents, connecter les investisseurs du monde entier au potentiel énergétique de l'Afrique ». Merci à vous, Fonouara. L'ex-président sénégalais Macky Sall, en compagnie d'anciens chefs d'État africains, a eu un échange à Cape Town avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui assure la présidence du G20. Ensemble, ils ont plaidé en faveur d'un allègement généralisé de la dette africaine, a-t-il annoncé dans une publication sur son compte X. J-Photo pour plus de détails. Ce 26 février 2025, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se sont réunis au Cap sous la présidence sud-africaine de l'organisation. En marge de ce sommet, l'ex-président sénégalais Macky Sall, accompagné de plusieurs anciens dirigeants africains, a plaidé en faveur d'un allègement global de la dette africaine. Nous plaidons pour un allègement global de la dette africaine afin de favoriser les conditions d'une relance économique du continent. Saluons la maturité et la sagesse de l'ancien chef d'État nigérian Olusegun Obasanjo. À la tête de cette assise, l'ancien numéro 1 sénégalais a fait savoir que l'avenir économique de l'Afrique est entre les mains des Africains, alors que nous militons pour la justice économique. Il est temps de briser les systèmes obsolètes, d'exiger des partenariats équitables et de créer l'avenir que notre continent mérite. Le moment est venu pour l'Afrique de prendre la place qui lui revient. Si besoin de le rappeler, Macky Sall, président du Sénégal entre 2012 et 2024, s'est toujours illustré par un leadership exemplaire. Il n'a pas voulu briguer un second mandat à la tête du pays, même si la Constitution lui autorisait, invoquant un code d'honneur. Il l'a lancé dès l'aube de son mandat, le plan Sénégal émergent, un cadre de référence visant à conduire le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Lequel a permis l'installation des plaques solaires qui a fait doubler la puissance électrique du Sénégal en 7 ans. Le 22 mai 2022, Macky Sall a inauguré la centrale solaire de Dias qui a ajouté 23 MW de solaire au réseau du pays. Cette centrale a permis au Sénégal de se rapprocher de son objectif d'atteindre les 30% d'énergie renouvelable dans son mix et à la Sénélec d'alléger sa dépendance aux hydrocarbures. L'une des grandes réalisations de l'ex-dirigeant sénégalais reste la nouvelle ville de Diamniadio qui promet d'être un pôle économique important. Elle abritera l'industrie pharmaceutique du Sénégal. On y trouve une unité de fabrication de vaccins contre la fièvre jaune. Un bilan très reluisant en 12 années passées à la tête du Sénégal. Pour rappel, l'Afrique du Sud, qui a su la présidence tournante du G20 depuis décembre 2024, est le premier pays africain à diriger cette organisation. Un sommet des dirigeants du G20 est prévu en novembre de cette année à Johannesburg, marquant une étape clé avant que les États-Unis ne prennent la présidence en 2026. Merci à vous, J-Photo. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition de Foryou Midi. C'est un plaisir de vous conter l'actualité africaine et internationale. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information en continu. Indeed, information continues over your Pan-African channel Foryou Media Africa. It was a pleasure to be in your company. Thank you for watching and do have a great day in company of our numerous programs.